Bonsoir, je suis Nicolas Collin, je suis l'un des 3 associés fondateurs de The Family, où vous vous trouvez aujourd'hui. The Family, quelques mots d'abord, c'est une société d'investissement qui a été créée au début de l'année 2013 et qui depuis fait grandir un portefeuille de participation dans des jeunes entreprises innovantes, mais dans de jeunes entreprises qui pour certaines commencent à grandir. Et notre portefeuille de participation sur un modèle assez industrialisé de gestion de portefeuille se monte aujourd'hui à plus de 110 entreprises actives et en croissance qu'on aide à se développer ici avec une équipe d'un peu plus d'une vingtaine de personnes, 8 associés qui s'occupent et qui apportent à ces entreprises un certain nombre de compétences, de réseaux, de ressources, et puis toute une équipe qui fait tourner nos différentes activités, donc centrées sur notre portefeuille, nos participations, nos activités de relations avec les différentes parties prenantes de l'écosystème qui est absolument critique pour faciliter le développement des startups. Donc dans les parties prenantes, il y a les pouvoirs publics, il y a les grandes entreprises, il y a le monde du capital investissement. Et puis nous avons aussi, en marge de nos activités d'investissement, une activité récurrente et en croissance de formation qui est centrée sur différents publics. Les gens qui veulent devenir entrepreneurs, que l'on forme à ça. Les cadres des grandes entreprises qui veulent mieux connaître le monde des startups et les ressorts de la transition numérique de l'économie. Et puis nous produisons des événements aussi dans une logique un peu d'influence et de partage de notre thèse d'investissement, de notre vision du marché. Dans le cadre de cette activité de production d'événements, c'est dans ce cadre que s'inscrit notre série de conférences qui s'appelle les Barbares Attaques. Alors les Barbares Attaques, c'est quelque chose qu'on a lancé dès la création de The Family et dont l'objet initial, en tout cas la première année, était d'inviter des cadres de grandes entreprises et de leur expliquer, de partager avec eux notre vision de la transition numérique de leur filière pour qu'ils soient ainsi mieux préparés, enfin peut-être un peu déstabilisés et prenant conscience de l'imminence du danger pour leur entreprise traditionnelle qui avait à être concurrencée par des nouvelles entreprises venues de l'économie numérique. Et parce qu'elles viennent de l'économie numérique, qu'elles résonnent dans une culture différente, qu'elles s'inscrivent dans un paradigme, un régime de création de valeur qui est différent, eh bien, présentent des dangers d'autant plus redoutables. Le choc entre les entreprises traditionnelles et les entreprises numériques, on commence à pouvoir l'observer dans un nombre croissant de filières. Pendant longtemps, ça concernait avant tout les filières de contenu et la publicité, mais de plus en plus, on voit que ça rentre dans des filières plus dures qu'on croyait éloignées du numérique et qui subitement y rentrent de plein pied d'une façon assez spectaculaire. Donc le numérique est maintenant dans l'automobile, il est dans l'énergie, dans le bâtiment, il est dans l'hôtellerie, dans le tourisme, il est dans la banque et dans l'assurance. Et donc tôt ou tard, comme le dit Marc Andreessen, le numérique aura dévoré le monde et toutes les filières de l'économie seront passées d'un régime de création de valeur caractéristique de l'économie fordiste du XXe siècle à un régime de création de valeur qui ressemblera plus aux grandes entreprises qui dominent aujourd'hui l'économie numérique, les Google, les Amazon et toutes celles qui les suivent derrière et qui s'attaquent à ces différentes filières. Alors je parlais d'une première série parce que pendant un an, on a fait 24 éditions des Barbares Attaques, chacune ciblée sur une filière différente. Et donc on a pas mal quadrillé l'ensemble du secteur privé. Et en fait, après ces 24 éditions, sans avoir complètement épuisé le sujet, on avait plutôt pris la décision d'arrêter parce qu'on avait peur de finir par se répéter nous-mêmes et de devenir la caricature de nous-mêmes. Et puis Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne, est venu nous proposer de relancer la série, mais avec un angle différent, qui est cette fois de s'intéresser non plus aux entreprises privées, mais aux politiques publiques. C'est-à-dire en quoi le développement de l'économie numérique va bouleverser les conditions de conception et de mise en œuvre des politiques publiques et en quoi la créativité et les efforts d'innovation des entrepreneurs de l'économie numérique sont une opportunité pour justement refonder, réinventer en profondeur ces politiques publiques et non seulement les rendre plus efficaces, plus efficientes, mais aussi les adapter surtout aux besoins d'une économie qui est en mutation radicale. Alors nous en sommes, si je ne me trompe pas, à la 4e édition ce soir, enfin la 4e édition de cette nouvelle série. Nous avons fait les Barbares Attaques, les politiques publiques de l'éducation, des territoires, des transports, et ce soir, nous parlons des politiques publiques de l'emploi, avant d'évoquer au mois de janvier prochain le paritarisme. L'idée, là, vous allez le voir, on raisonne sur 2 terrains qui sont en fait assez différents l'un de l'autre. Il y a d'une part comment les acteurs des politiques publiques peuvent s'emparer du numérique pour
améliorer leurs performances, mieux adapter les politiques publiques aux besoins de la société. Il y a surtout une autre dimension très importante qui est en quoi le développement de l'économie numérique change l'environnement, le contexte, les conditions de mise en œuvre des politiques publiques. Et donc, et là-dessus, on a identifié, et je pense que c'est une vision qu'on partage avec Laurent et l'Institut Montaigne, un retard de prise de conscience de nos décideurs, des pouvoirs publics en général, des dirigeants de l'administration et des opérateurs publics, dans ces mutations qui s'accélèrent et qui invalident pour une part ou rendent plus difficile pour une autre part la mise en œuvre des politiques publiques. L'enjeu, c'est un peu de révéler en quoi le développement de l'économie numérique change le contexte des politiques publiques de l'emploi, et puis c'est d'essayer de donner quelques clés sur en quoi le numérique permet de réinventer ces politiques publiques. La soirée se passe en deux parties. La première est une prise de parole par deux associés de Family, donc Oussama Hamar qui va me succéder sur scène, et moi-même qui fait en quelque sorte l'introduction ou la mise en scène de tout ça. Et ensuite, Laurent Bigorgne animera un panel de discutants qui vont réagir à ce qu'on aura dit dans la première partie. Et je le laisserai présenter plus en détail. Mais nous avons donc Pierre Cahuc, économiste, Thomas Cazenave, qui est directeur de la stratégie et des opérations de Pôle emploi, Stéphanie Delestre, qui est entrepreneuse et patronne d'une start-up de famille qui s'appelle Kappa, et Oussama qui se joindra au panel pour représenter The Family. Je voulais commencer par une question qui va vous sembler un peu simpliste, mais c'est pourquoi y a-t-il du chômage? Parce que quand on pense politique publique, on oublie souvent, quand on s'englue dans les considérations technocratiques, dans la gestion de parties prenantes qui sont toujours difficiles, la finalité même de la politique publique. Et en l'occurrence, pour les politiques publiques de l'emploi, il s'agit de remédier à un mal profond qui ronge depuis très longtemps la société française et qui est l'augmentation continue du chômage de masse. Alors quand je dis pourquoi le chômage, pourquoi se poser cette question, c'est parce que je trouve que c'est une question qu'on se pose trop peu souvent. On cherche beaucoup de remèdes à ce mal, on essaie un peu tout, on a même eu cette formule passée à la postérité de contre le chômage, on a tout essayé. Alors on n'a pas tout essayé puisqu'on continue de trouver des nouvelles potentielles solutions qu'on met en œuvre les unes après les autres, jusqu'ici sans succès, et le fait que ces solutions n'aient jamais représenté, enfin que ces approches ou ces démarches n'aient jamais représenté une solution durable au problème du chômage de masse, doit nous conduire à nous poser cette question plus fondamentale qui est que plutôt que de traiter les effets, le chômage, est-ce qu'il n'y a pas en dessous des causes qu'on n'arrive pas à comprendre et dans lequel précisément le développement de l'économie numérique joue un rôle. Donc c'est ce point-là que je voulais aborder en essayant de vous donner trois instantanés de pourquoi le chômage continue d'augmenter envers et contre tout. Alors la première raison, c'est une raison très bien identifiée par le grand public, par les décideurs politiques, par tous les commentateurs de tout ça. On avait eu ce grand moment dans les années 90 avec l'apparition de l'horreur économique, ce livre de Viviane Forrester qui dénonçait la globalisation, la mondialisation de l'économie comme étant la source principale de la déliquescence de la société française. Et la mondialisation, je pense qu'on le comprend et qu'on le ressent d'une certaine manière tous aujourd'hui, crée cet environnement concurrentiel radicalement différent où les travailleurs qui sont localisés ici sont mis en concurrence par des entreprises qui peuvent allouer leurs opérations, les réallouer sur des territoires différents, dans un mouvement que moi j'ai découvert en travaillant sur d'autres sujets, c'est-à-dire la fiscalité internationale des entreprises, qui est l'intégration ou la globalisation des chaînes de valeur. C'est-à-dire on a quitté depuis longtemps un monde où les entreprises multinationales s'instanciaient sur chaque territoire en répliquant toutes leurs fonctions à une échelle plus petite, pour de plus en plus vivre dans un monde où les entreprises multinationales sont intégrées globalement et ne font sur les territoires particuliers que des décrochages locaux et souvent assez éphémères. C'est-à-dire il est de plus en plus facile dans l'économie d'aujourd'hui, vu la mondialisation de l'économie, de fermer une implantation sur un territoire pour réouvrir, pour relancer les mêmes opérations sur un autre territoire. Et l'une des considérations, c'est loin d'être la seule, mais l'une des considérations évidemment qui rentre en ligne de compte dans ces arbitrages d'allocation de ressources entre les différents territoires, c'est qui va travailler pour moi sur tel ou tel territoire, quelles sont les compétences, quelle va être la productivité, quel va être le prix de ces travailleurs dont je vais m'attacher les services. Donc la mondialisation, à travers le phénomène bien connu, toujours très commenté dans les médias des délocalisations, joue un rôle dans l'augmentation du chômage. Elle joue aussi un rôle dans un phénomène moins connu qui est tout simplement les arbitrages de ne pas ouvrir
d'activité ou de ne pas lancer d'activité sur un territoire donné. Quand il y a une vraie délocalisation, c'est-à-dire la fermeture d'une activité pour réouvrir ailleurs, ça se voit. Ce qu'on ne voit pas, c'est les décisions d'entreprises qui décident de ne pas ouvrir, de ne pas développer d'activité sur un territoire parce qu'elles ont fait ces analyses diverses, incluant notamment qui sont les gens qui peuvent travailler pour moi sur ce territoire et à quel prix. Donc la mondialisation, c'est l'une des causes du développement du chômage de masse. Une autre cause, et là on rentre dans le cœur du sujet, c'est la transition numérique de l'économie. Alors pour faire vite, et pour ne pas vous embêter avec des évidences, le numérique provoque dans cette phase intensive de destruction créatrice dans laquelle nous sommes rentrés depuis à peu près le début des années 2000, le numérique provoque l'augmentation du chômage par deux canaux. Le premier canal, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui est amplifié, optimisé, démultiplié par le numérique, c'est l'automatisation d'un certain nombre de tâches, qui fait qu'il devient de plus en plus facile, parce que le numérique facilite le pilotage des chaînes de valeur et des chaînes de production, qui facilite de plus en plus le remplacement des hommes par des robots. Des logiciels, bref, tout ce qui peut s'automatiser est de plus en plus facile à automatiser. Alors une autre raison pour laquelle le numérique provoque une augmentation tendancielle du chômage, c'est l'irruption dans les chaînes de valeur de ce que j'appelle moi la multitude. C'est-à-dire la multitude, ce sont ces milliards d'internautes qui sont de plus en plus éduqués, de plus en plus équipés de terminaux et d'outils puissants et de plus en plus connectés les uns aux autres. Et en étant connectés, en utilisant quotidiennement des applications numériques coordonnées en réseau grâce à Internet, grâce aux applications numériques, en utilisant ces applications, ils finissent par créer de la valeur et par exécuter un certain nombre de tâches qui auparavant étaient exécutées par des salariés rémunérés, enfin par des gens liés à une entreprise par un contrat de travail. Donc l'une des tendances dans l'économie numérique, c'est de substituer de plus en plus au travail rémunéré de salariés employés par des entreprises, du travail non rémunéré d'utilisateurs qui spontanément, pour différentes raisons, parfois en étant rémunérés un petit peu quand même, utilisent des applications numériques et génèrent et créent la même valeur qui était auparavant créée par des salariés. Et évidemment, ça crée des effets massifs de déplacement de valeur parce qu'on peut créer 10 fois plus de valeur en s'appuyant sur une ressource beaucoup plus abondante, la multitude, beaucoup plus abondante et beaucoup moins chère que s'il faut à chaque fois suivre le rythme de croissance des opérations en embauchant toujours plus de salariés. Alors la transition numérique provoque une augmentation du chômage pour ces deux raisons-là. On a la mondialisation, la transition numérique. La troisième raison, me semble-t-il, et qui est très importante, pour laquelle on échoue jusqu'ici, ou les politiques publiques échouent jusqu'ici à enrayer la montée du chômage de masse, c'est l'inadaptation des institutions. Donc là, on rentre dans une discussion sur les paradigmes, sur la façon dont on crée de la valeur et sur tout ce que change le développement de l'économie numérique dans notre façon de créer de la valeur. Au XXe siècle, inspiré par la production de masse mise au point par Ford, le marketing de masse mis au point par General Motors quelques années après, et la consommation de masse facilitée par le système bancaire, la protection sociale et tout ce qui sécurise, tout ce qui assure la sécurité économique des ménages. Bref, au XXe siècle, on a vécu, notamment dans la période des Trente Glorieuses, dans un paradigme qui est celui de l'économie de masse, en quelque sorte. C'est-à-dire on produit à très grande échelle des biens et des services standardisés qu'on écoule sur des marchés de consommation de masse. Et tout ça aboutit à la structuration de filières qui se rigidifient avec le temps. Et une filière, ce n'est rien d'autre que des entreprises qui apprennent à travailler ensemble sur une longue période de façon durable et dans une logique permanente d'optimisation. Et ça donne en fait l'industrialisation de toutes les filières de l'économie. Ça commence, c'est pour ça que je vous montre la forte T. La première filière à s'être industrialisée sur ce modèle-là, c'est la filière automobile. C'est un peu la matrice et l'exemple qu'a suivi ensuite toute l'économie. Et la dernière filière à s'être convertie à ce paradigme, à cette façon de créer de la valeur, c'est à la fin des années 80, début des années 90, c'est la filière du luxe. Le luxe a résisté longtemps, il a préservé très longtemps sa façon artisanale de créer de la valeur, et il a fini par se convertir à l'industrialisation, devenant une industrie du luxe, c'est dans ces termes qu'on en parle aujourd'hui, parce que la mondialisation, précisément, permettait d'élargir considérablement les débouchés, de faire basculer le luxe dans une logique de consommation de masse, tout en préservant le sentiment d'exclusivité et les prix élevés qui sont caractéristiques de ces produits. Bref, et donc à ce stade-là, à la fin des années 80, on avait une économie intégralement organisée suivant les préceptes du paradigme de l'économie de masse.
Le problème, c'est que dès les années 80 et 90, ça fonctionnait déjà plus très bien, parce que l'économie de masse s'est développée et a prospéré grâce à un intrant abondant et peu cher qui était le pétrole. Et cet intrant est devenu, comme vous le savez, dès les années 70, moins abondant, en tout cas beaucoup plus cher, ce qui a progressivement déréglé la mécanique et provoqué cette montée inexorable du chômage de masse qui continue aujourd'hui. Et les économistes qui font de l'histoire industrielle mettent en évidence que ces différentes phases des révolutions technologiques et la succession des paradigmes de création de valeur, en quelque sorte. La première moitié du XXe siècle, ça a été la mise en place du paradigme de l'économie de masse. À la Libération, on avait dans tous les pays développés à peu près mis en place toutes les institutions qui permettaient à ce paradigme de prospérer. Donc le paritarisme dans les entreprises, l'organisation scientifique du travail, la protection sociale pour sécuriser les ménages, les grandes infrastructures de transport, etc. Et tout ça a permis un âge d'or jusqu'au milieu des années 70, où là, le renchérissement du pétrole a déréglé la mécanique et nous a fait rentrer dans une très longue crise. Et là, on est en train de vivre une nouvelle révolution technologique qui fait émerger un nouveau paradigme de création de valeur, celui de l'économie numérique, mais nous sommes encore dans l'attente des institutions qui vont permettre à ce paradigme de créer massivement de la valeur, de créer massivement des emplois et de nous faire rentrer dans ce qui va peut-être être demain l'âge d'or de l'économie numérique, les 30 glorieuses de l'économie numérique. Parce que ces institutions n'existent pas, pour plein de raisons, et je vais en discuter un peu plus en détail, les entreprises ne parviennent pas à créer des emplois. Alors, en oubliant un peu vite la diversité des causes du chômage, on répond aujourd'hui dans les politiques publiques avec des réponses qui me semblent ancrées dans l'ancien paradigme. C'est-à-dire qu'au lieu d'anticiper l'émergence du nouveau paradigme, d'adapter les institutions pour pouvoir créer des emplois dans l'économie numérique, on essaie de prolonger, d'acheter quelques années de vie supplémentaires pour l'ancien paradigme. On tire aussi fort qu'on peut pour arracher ces quelques points de croissance qui vont permettre de maintenir tant bien que mal le niveau d'emploi. Alors, ces réponses, la première, c'est il faut former les chômeurs. Les emplois changent de nature, c'est normal, c'est le développement de l'économie. Il y a une destruction créatrice un peu récurrente qui n'est pas forcément présente que dans les périodes de changement de paradigme. Et cette réponse-là, elle a beaucoup dominé à partir du début des années 90. Alors certains reconnaissent peut-être ce personnage qui est John Travolta, mais jouant dans un film qui s'appelle Primary Colors, Bill Clinton en fait. Enfin, c'est pas comme ça qu'il s'appelle dans le film, mais le film est une espèce de concentré de la campagne présidentielle de Bill Clinton de 1992. Matinée de fiction, un peu parodique, mais en fait assez profond et assez fidèle à ce qu'est le personnage Clinton et surtout à ce qu'est son idéologie. C'est-à-dire moi, mon passage préféré dans ce film, que vous avez peut-être vu, c'est le passage où le candidat donc, se rend dans une usine qui a fermé, fait face à des syndicalistes en colère qui exigent, qui lui expliquent qu'en gros, ils voteront pour lui que s'il promet de réouvrir l'usine. Et là, plutôt que de se plier à leurs revendications de façon démagogique en promettant que l'usine va rouvrir, il leur dit je vais faire quelque chose de très inhabituel pour un homme politique, je vais vous dire la vérité. Votre usine ne réouvrira jamais. C'est terminé. Les emplois sont partis overseas, ont été délocalisés, et plus jamais ils ne seront réimplantés ici sur le territoire américain. Pour autant, rien n'est perdu, parce que grâce à moi, si vous votez pour moi, vous retournerez tous à l'école, vous apprendrez tous des nouvelles compétences, et grâce à ces nouvelles compétences, vous trouverez un emploi dans une économie qui est en train de changer et au service de laquelle on va déployer ces fameuses autoroutes de l'information. C'est comme ça que Clinton les appelait en 92 et qui vont devenir le socle d'une nouvelle économie où on va tous retrouver un emploi parce qu'on aura tous appris les nouvelles compétences. Alors ça n'a pas bien marché, c'est-à-dire ça a inspiré des dirigeants politiques de plusieurs générations, notamment à gauche. Il y a eu cette domination avec la stratégie de Lisbonne au début du XXIe siècle de cette idée qu'on allait se former tout au long de la vie, bref, et que la formation allait être la clé de la réinsertion en permanence sur le marché du travail. Et le fait est que ça ne marche pas parce que les emplois qu'on pourrait occuper dans cette nouvelle économie, on s'aperçoit qu'ils seront d'abord très peu nombreux. Enfin, en tout cas, ceux qui seraient plus nombreux n'ont pas encore été inventés ou créés. Et donc, il y a ce décalage profond et douloureux qui se fait entre ceux qui perdent leur emploi dans l'économie ancienne et qui n'arrivent pas à en retrouver parce qu'on voit bien qu'on n'a pas tant besoin que ça de développeurs informatiques, on n'a pas tant besoin de ça de designers, etc., etc. Alors, deuxième série de réponses ancrées dans l'ancien paradigme, c'est baisser le prix du travail. On dit, on s'est payé le luxe pendant des décennies
d'avoir des bons salaires, d'avoir des carrières ascendantes, d'avoir la sécurité de l'emploi dans une même entreprise, de l'entrée sur le marché du travail jusqu'à la retraite. C'est plus possible. Et dans les ajustements qu'il nous faut faire, dans les renoncements qu'il nous faut pratiquer, il faut renoncer à un prix du travail qui est aujourd'hui trop élevé. Et cette baisse du prix du travail, elle n'est pas nouvelle. Elle inspire la politique de baisse de cotisations sociales qui est mise en œuvre en France depuis 1992, mais qui est un peu itérée en permanence sur le modèle de puisque ça ne marche pas, on va essayer, mais encore plus fort. Et donc on approfondit cette politique qui ne marche toujours pas. Et on vient de se prendre deux nouvelles vagues, la première avec le rapport Gallois et puis la deuxième avec le pacte de responsabilité. Jusqu'ici, ça n'a pas vraiment rempli ses promesses. Troisième réponse ancrée dans l'ancien paradigme, c'est Pôle emploi, cet opérateur dont on attend, qui est présent ce soir et bien représenté, dont on attend les miracles qu'aucun autre levier n'a permis de réaliser. Alors, Pôle emploi, juste pour faire la courte histoire de Pôle emploi, mais telle que moi je l'ai pratiquée dans mes différentes expériences administratives, Pôle emploi, c'est un peu le résultat d'une impatience du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui dit bon, puisque ça ne marche pas, puisqu'on n'arrive pas à mobiliser le service public de l'emploi pour résoudre une fois pour toutes le problème du chômage de masse, c'est peut-être parce que ce service public est éclaté entre deux fonctions qui n'arrivent pas à bien communiquer, à se réorganiser autour d'un usager qui est le demandeur d'emploi ou l'offreur d'emploi, et qui sont l'indemnisation d'une part avec le réseau des ACEDIC et d'autre part la NPE qui est l'opérateur chargé du placement. Donc on va fusionner tout ça, et parce qu'on va fusionner tout ça, ça va marcher beaucoup mieux et les performances vont être démultipliées, etc. Alors ça, on voit que ça ne marche pas. Je dirais d'une certaine manière que ça ne marche pas pour plein de raisons. Enfin, ça n'a pas permis de réduire le chômage, mais Pôle emploi n'est pas le seul responsable de cette situation. Mais l'une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas, c'est que fusionner deux gros organismes pour en faire un encore plus gros, c'est une réponse qui est caractéristique de l'ancien paradigme. Dans l'ancien paradigme, souvenez-vous, dominé par des grandes entreprises pyramidales qui parviennent à leur équilibre grâce à la grande taille. Et donc toutes les fusions d'organisations qu'on a pratiquées pendant des décennies sous l'ancien paradigme étaient pour répondre à cet impératif de la grande taille. Et Pôle emploi, c'est un peu une dernière résurgence, enfin avec d'autres fusions administratives, de dire les problèmes seront réglés si c'est plus gros. Or, si c'est plus gros, d'une part, ça ouvre un chantier titanesque de rapprochement de deux organisations qu'il faut marier dans la douleur un peu, et donc ça mobilise des ressources considérables qui sont détournées du service des usagers. Et puis surtout, dans l'économie numérique, contrairement à une idée reçue, parce que cette économie nous semble dominée par des grands opérateurs, des grandes plateformes, les Google, les Amazon, les Facebook, etc., la grande taille n'est pas la réponse à tous les problèmes. Et ça, on va en discuter un peu plus loin. Alors, je finirai en rappelant pourquoi tout ça ne marche pas, pourquoi ces réponses ancrées dans l'ancien paradigme échouent à remédier aux causes même du chômage, en quelque sorte. C'est parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entravent ou qui affectent les performances du service public de l'emploi tel qu'il s'organise, et qui sont dus en grande partie à l'économie numérique. En quoi l'économie numérique se met en travers de ces réponses ancrées dans l'ancien paradigme ? La première manière, c'est la concentration géographique des emplois. Dans une économie manufacturière comme celle du XXe siècle, les emplois sont naturellement répartis sur tout le territoire. Pourquoi ? Parce que pour créer des activités, il faut du foncier pour ouvrir des grandes usines, et idéalement, il faut loger les ouvriers à proximité des usines, parce que le fait qu'ils arrivent à l'heure est absolument critique pour la bonne marche de l'usine et le respect des cadences. Et donc, pour cette raison-là, on a une économie qui, spontanément, vu la nature du régime de création de valeur qui s'organise autour des activités manufacturières, répartit harmonieusement les emplois sur le territoire. Dans l'économie numérique, on bascule dans un tout autre régime. Les emplois se concentrent massivement et de façon spectaculaire dans les grandes zones métropolitaines, parce que les activités économiques prospèrent d'autant mieux qu'elles sont immergées dans un écosystème dense et dynamique où se croisent des innovateurs, des entrepreneurs, des investisseurs, etc. Et donc l'emblème de ça, la plus grande concentration mondiale de valeur de ce point de vue-là et d'emploi, c'est la Silicon Valley, où parce que justement il y a cette extrême concentration des emplois sur un tout petit territoire, une bande de terre qui fait 80 km sur 20 à peu près, et bien ça provoque des tensions sur le marché immobilier qui sont absolument insoutenables et qui provoquent ces protestations que vous voyez là sur
des personnes qui, faute de travailler directement dans les entreprises où on est très très bien payé, n'arrivent plus à se loger sur ce territoire. Et l'autre problème, c'est que les systèmes de transport, évidemment, n'arrivent pas à compenser les effets de concentration massive des emplois dans les mêmes zones denses, puisque au bout d'un moment, ils sont saturés tout simplement. Et ça, on le vit nous-mêmes en France, pays très centralisé et de plus en plus centralisé, avec notre expérience quotidienne, en tout cas ici à Paris, du système de transport en commun. Deuxième raison pour laquelle l'économie numérique se met en travers des acteurs de la politique de l'emploi, c'est ce que j'appelle l'intermittence généralisée. C'est-à-dire que le fait que dans l'économie numérique, pour plein de raisons sur lesquelles Oussama reviendra, on change de plus en plus souvent d'entreprise, d'employeur. Parfois même, on exerce plusieurs emplois en même temps. Et puis surtout, on a entre deux périodes d'emploi des périodes de plus en plus fréquentes et parfois assez longues d'inactivité. Et donc, on quitte un monde qui ressemble à cette image où les carrières professionnelles étaient, vous voyez, en ligne droite, sans aucune discontinuité, et puis sans trop de nuages. C'est-à-dire, on voit à peu près le point d'arrivée. On est à peu près fixé quand on rentre sur le marché du travail sur le point auquel on en sortira. Aujourd'hui, l'économie numérique crée un marché du travail où l'expérience ressemble plus à ça. Donc c'est une route en lacet, vous avez des tournants très serrés en épingle qui sont extrêmement dangereux, avec des sorties de route qui peuvent avoir des conséquences graves, et puis surtout une partie de la route qui est cachée, obscure, qu'on ne peut pas deviner parce que personne n'est capable de dire ce que sera l'économie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et ce que deviendra l'entreprise dans laquelle on rentre. On voit que même les plus grandes entreprises deviennent très précaires aujourd'hui. La troisième raison, et qui est très importante pour laquelle on n'arrive pas à créer des emplois dans l'économie numérique, ce sont les obstacles réglementaires. Donc ici, je cite, pardonnez l'argument d'autorité, un grand professeur de droit à l'université de Harvard, qui insiste sur les conditions dans une économie où le rythme de l'innovation s'intensifie, sur les conditions qu'il faut ménager pour que les innovateurs puissent contourner, déjouer les obstacles réglementaires et forcer les mutations du droit pour que le droit s'adapte de façon beaucoup plus dynamique, en quelque sorte, à l'émergence d'activités nouvelles et à ce que permet de faire la technologie. Tout ça paraît très convaincant, mais ça reste des considérations abstraites. On peut prendre des exemples. L'un des exemples qu'on a sous les yeux, ça s'est passé hier, le dernier épisode, c'est la guerre de tranchées entre les VTC et les taxis. Qu'est-ce qu'apportent les VTC et qui invalide d'une certaine manière la réglementation qui s'appliquait traditionnellement au secteur des taxis? La première chose qu'ils apportent, c'est que depuis, on n'a pas attendu ces dernières années pour avoir ça, on a le GPS. C'est-à-dire il fut un temps où pour être chauffeur de taxi, il fallait connaître par cœur toutes les rues de Paris pour pouvoir transporter un client d'un point A à un point B. Aujourd'hui, grâce au GPS, n'importe qui, sans connaître Paris ou en connaissant à peine les grands axes, peut conduire un client dans Paris, guidé par le GPS de façon très précise et même optimisée si on utilise Waze pour contourner les embouteillages. Donc le GPS fait sauter une barrière, un obstacle technique à l'emploi d'un certain nombre de personnes dans des fonctions de transport individuel. La deuxième chose, c'est que maintenant, on a un outil extrêmement puissant, qui est le téléphone mobile, de rapprochement entre l'offre de transport individuel et la demande de transport individuel. Comme l'offre devient plus satisfaisante, il est beaucoup plus facile, grâce à son téléphone mobile, de trouver une voiture et un chauffeur pour être transporté. Et bien, ça crée une demande supplémentaire. C'est-à-dire des gens qui se disaient « je ne peux pas souffrir la difficulté à trouver un taxi », maintenant, ils considèrent de façon beaucoup plus favorable le fait d'être transporté par un chauffeur parce que c'est subitement beaucoup plus facile à trouver grâce au téléphone mobile. Et donc, beaucoup de gens, du coup, se détournent des transports en commun, se détournent de la possession d'une voiture individuelle pour s'en remettre de plus en plus au système de transport individuel par un chauffeur. Et donc ça crée en fait une opportunité extraordinaire, c'est qu'on peut employer beaucoup plus de chauffeurs et on peut les employer sans même qu'ils aient besoin de connaître les rues de Paris puisqu'ils sont assistés par le GPS pour conduire leurs clients d'un point A à un point B. Et donc on pourrait créer en théorie beaucoup plus d'emplois de chauffeurs qu'il y en avait hier d'emplois de taxi, mais en travers de cette perspective séduisante, puisque ça permettrait de créer beaucoup d'emplois, il y a un obstacle réglementaire qui est que non, la loi interdit à n'importe qui de transporter un passager parce que tout ça est réglementé pour des raisons, parfois pour des bonnes raisons, notamment de sécurité, parfois pour des mauvaises, qui est que simplement on hérite d'une règle de droit qui correspond à un état antérieur et périmé de la technologie. Donc tout ça étant dit, nous avons besoin des barbares. Enfin, les barbares sont une menace, ils sont aussi une opportunité de changer les choses ou d'améliorer tout ça et de retrouver le chemin d'une croissance durable et d'une période de prospérité comme les 30 Glorieuses. Il faut essayer de comprendre comment on peut les utiliser. Merci Nicolas. Donc, je m'appelle Oussama Ammar, je suis le deuxième cofondateur de The Family.
Donc, étant le barbu de la bande, c'est moi qui viens parler de barbares, on essaie d'entretenir le look à The Family. Pourquoi on appelle ça les barbares? C'est une plaisanterie qu'on a commencé il y a maintenant 1 an et demi et qui repose sur cette idée de l'histoire romaine que les barbares ont souvent attaqué l'Empire, mais finalement ont fini par être assimilés par l'Empire. Et on trouvait que les attitudes des startups de la Silicon Valley ressemblaient beaucoup dans leur hubris à la façon dont les barbares se comportaient lors de leurs attaques contre l'Empire romain. C'est-à-dire une forme d'isolation, une forme d'exigence, une forme d'excellence dans leur conquête, et un peu cet esprit qui est que après moi la steppe ne repoussera pas. Et c'est ça qu'on essaye d'exposer. Alors à The Family, on a plutôt de la sympathie pour les barbares, on l'assume. Non pas parce qu'ils portent de la violence, mais simplement parce qu'ils portent un peu d'espoir et du changement, et que face aux grands défis du monde, ils ont des réponses extrêmement originales, et qui souvent sont si contre-intuitives qu'on a beaucoup de mal à les comprendre. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, la première grande fonction, qui est le premier grand problème que le chômage pose, c'est l'indemnisation du chômage. Donc Nicolas l'a dit, on est en train de rentrer dans une société où le chômage n'est plus une anomalie. Je suis relativement jeune, j'ai passé toute mon enfance et toute mon adolescence et toute ma jeunesse où on m'a expliqué qu'il fallait très très bien travailler à l'école, sinon le chômage m'attendrait au bout. Et cette histoire un peu récurrente fait qu'au final, on a fini par s'habituer au chômage, qu'on l'assume ou pas. Les politiques, avec un certain cynisme, ont fini par s'habituer au chômage. On a entendu beaucoup de phrases à ce sujet-là. Les institutions ont fini par s'habituer au chômage, les industriels ont fini par s'habituer au chômage. Et finalement, le chômage est devenu une forme de norme. Alors, c'est une forme de norme parce que, mine de rien, qui dit chômage dit pression concurrentielle. Aujourd'hui, la main-d'œuvre est quand même relativement disponible et c'est plutôt une bonne chose pour les entreprises. Qui dit chômage dit à l'inverse précarité des entreprises, parce que aujourd'hui les gens ont beaucoup de mal à garder un travail. Cette vision que vous avez un travail pour toute une vie est aujourd'hui une fiction, plus personne ne croit à ça. Et d'ailleurs on souhaite que plus personne ne croit à ça, c'est même devenu un projet de société. On essaye d'expliquer aux gens qui doivent être flexibles, qui doivent être opportunistes et disponibles. Mine de rien, les compétences des gens sont de moins en moins valables dans le temps. J'aimerais juste vous raconter 2 anecdotes qu'on a observées, nous. La première, c'est sur les écoles d'informatique. Vous savez, il y a une époque où former des informaticiens, c'était une priorité nationale. Et donc, comme on a décidé de former des informaticiens avec des plans nationaux, il y avait une grande technologie très à la mode dans les années 2000 qui s'appelle Flash. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Flash, mais c'est une technologie qui a été tuée en 1 semaine par un type qui s'appelle Steve Jobs, puisque Steve Jobs a refusé de mettre Flash sur l'iPad. Alors, il y a eu une grande émeute des développeurs Flash à travers le monde qui a dû durer 15 jours. Et au bout de 15 jours, Steve Jobs a dit non, je ne mettrai pas sur l'iPad. Et comme il a vendu des millions d'iPads, Flash a disparu dans d'affreuses souffrances. Et en France, on a formé plus de 60 000 personnes à Flash. Et résultat, d'un seul coup, en moins de 15 jours, vous avez 60 000 personnes dont la compétence est devenue complètement obsolète. Pourquoi ? Parce que on n'avait pas formé les gens au raisonnement informatique, on avait formé les gens à la compétence Flash. Alors je vois bien la forme de caricature qu'il y a derrière ce genre de politique publique, il existe une technologie qu'on ne comprend pas, qui émerge, ça a l'air très important. Elle représente du travail et elle va représenter du travail pendant 20 ans. Formons les gens à ça. Mais le problème, c'est que les délais de formation et les cycles de formation sont plus longs que l'existence même de ces technologies. Et pourquoi ? Parce que les rares développeurs Flash d'exception, ils avaient comme caractéristique de ne pas être développeurs Flash. Ils avaient comme caractéristique d'être des très bons designers qui avaient appris l'outil Flash comme on apprend n'importe quel outil. Et quand ça a changé d'outil, ils ont très naturellement changé d'outil, puisque leur compétence n'était pas la technologie Flash, c'était tout simplement d'être de bons designers. Cette situation crée une tension entre l'agilité et la rigidité des organisations. Et d'un côté, vous avez des gens qui ont une chance extraordinaire et qui forment un peu l'élite qui aujourd'hui est à la mode, sont les gens qui créent leur emploi. Alors les gens qui créent leur emploi, il y a eu un grand changement de perception des entrepreneurs sur les 10 dernières années. Il y a 10 ans, quand je fondais ma première start-up et que j'ai dit à ce qui à l'époque étaient mes beaux-parents que je fondais une start-up, ils m'ont dit « Je comprends mon petit, le chômage est tellement dur de nos jours ».
Et donc l'idée, c'était, bah oui, les gens deviennent entrepreneurs parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Étant donné que, de toute évidence, tu as mal travaillé à l'école, tu ne pouvais pas avoir de travail, tu es devenu entrepreneur. Et en fait, cette vision, malgré la caricature, a quelque chose de pas faux. Par exemple, Paul Graham, qui est l'un des investisseurs les plus connus des États-Unis, dit « Je suis devenu entrepreneur parce que j'en avais marre de pouvoir me faire virer du jour au lendemain ». Quand vous vivez aux États-Unis, que sur un coup de tête d'un patron, vous pouvez vous faire virer, à un moment, les gens se disent « Bon, ben, je vais aller créer mon propre emploi et on va arrêter de m'embêter ». Et en fait, ces explications-là, finalement, aujourd'hui, se sont transformées dans une sorte d'idéal. Aujourd'hui, être entrepreneur, et on le voit, d'ailleurs on le voit par l'attraction que The Family provoque et l'ensemble des programmes d'entrepreneuriat, aujourd'hui être entrepreneur, c'est être comme être banquier dans les années 80 ou consultant dans les années 90. C'est-à-dire que c'est le métier où tout le monde rêve que son enfant réussisse, et on a adopté les codes du métier dans l'entrepreneuriat. Alors petit problème, c'est que l'entrepreneuriat c'est un changement de paradigme, c'est pas simplement une nouvelle fonction, et que les qualités et les aptitudes qu'il faut pour être capable de créer son emploi ne sont pas des qualités et des aptitudes qui sont enseignées où que ce soit. Et c'est aujourd'hui le plus grand problème structurel que la société a, c'est que d'un côté, on voudrait une nation d'entrepreneurs. D'ailleurs, nos politiques ont une sorte de passion nouvelle et incroyable pour l'entrepreneuriat. On en entend parler à toutes les sauces, on en entend parler tous les jours, mais on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas sur l'entrepreneuriat et que l'entrepreneuriat est très très peu prédictible dans qui réussit ou pas. Et alors, je vais vous révéler un secret. Dans l'entrepreneuriat, je vous ai dit tout à l'heure, le chômage est devenu une norme, pas l'exception. Bah, dans l'entrepreneuriat, le fait de réussir, c'est l'exception, c'est pas la norme. Les entrepreneurs réussissent très très rarement, et c'est pour ça qu'il y a une telle difficulté à établir la moindre politique publique d'entrepreneuriat, parce que par définition, vous ne pouvez pas établir une politique publique en vous disant que les gens qui vont en bénéficier vont tous échouer. Et que les rares qui vont réussir, c'est pour des raisons qui sont assez peu explicables. Alors certains les attribuent au talent, certains les attribuent à l'héritage, d'autres à la chance, mais quelle que soit l'explication que vous avez à cette réussite, finalement, elle est très très peu explicative et on ne comprend pas aujourd'hui les mécanismes de cette réussite. Alors les deuxièmes grandes catégories de gens qui semblent dans ce marché morose vivre très bien sont les gens qui s'expatrient. Alors la presse les adore. Il y avait encore un sujet dans l'Express sur ces Français vivant en Californie. Et alors, c'est quoi la structure de tous ces articles? Elle est assez simple. Moi, jeune personne extrêmement talentueuse, que la France ne reconnaît ni pour son talent, ni par son salaire qu'on m'offre, j'ai décidé de m'expatrier dans la seule région du monde où on arrive à reconnaître mon talent. On me paye très grassement pour faire des choses finalement relativement futiles, puisque j'ai développé la dernière app que personne ne comprend. Mais c'est formidable, l'argent coule à flot et je suis très heureux. Et mine de rien, c'est quand même vachement bien d'être loin de cette France morose. Alors effectivement, les gens qui peuvent s'expatrier facilement partent, parce que pourquoi rester dans la difficulté quand vous avez le soleil à l'horizon? Et mine de rien, ces gens-là ont une caractéristique, c'est qu'ils sont extrêmement mobiles sur le marché mondial de l'emploi. Ils sont une toute petite minorité, mais ils ont une facilité pour l'apprentissage des langues. Ils peuvent partir d'un pays à l'autre et ils vont, au gré des opportunités de leur carrière, trouver l'emploi qui leur correspond et bâtir la carrière de leurs rêves. Alors, le problème, c'est qu'il y a tous les autres. Et tous les autres, ils sont nombreux. D'abord parce que vivre en Californie n'est pas un modèle. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. On ne va pas mettre 6 milliards d'habitants en Californie. La deuxième chose, c'est que il y a des gens qui, très légitimement, n'ont ni envie d'être entrepreneurs. Et s'il y a une chose que je peux vous dire en tant qu'expert du sujet, c'est que vous ne souhaitez pas une société où tout le monde ait envie de devenir entrepreneur, parce qu'une société remplie de gens extrêmement drivés, violents et égoïstes, c'est pas un modèle. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde n'a pas envie de s'expatrier. Il y a des gens qui sont très bien là où ils sont. Et donc, il va falloir trouver un modèle alternatif pour tous ces gens-là. Alors, les débuts de réponse que cette société nouvelle nous apporte, Nicolas l'appelle la gig economy. Alors, j'ai appris aujourd'hui ce qu'était le gig. C'est quand vous jouez du jazz, vous allez chercher votre cachet, vous faites un concert ou dans un bar ou je ne sais pas où, dans un mariage, et vous touchez votre gig. C'est-à-dire que c'est simplement orienté sur la prestation, il n'y a pas de récurrence prévue, il n'y a pas de garantie de salaire, vous avez simplement quelque chose qui paye votre performance. Alors la gig economy est en train de se développer à San Francisco, massivement. Airbnb, que je pense qui connaît Airbnb dans la pièce?
tout le monde. Donc voilà, vous voyez, c'est une entreprise qui commence à être dominante. Airbnb a une caractéristique, c'est que Airbnb a décollé le jour où ils ont compris quel était leur marché. Et alors, il y a une grande incompréhension de ce qu'est Airbnb dans son décollage, puisque Airbnb a commencé comme une plateforme où des gens pouvaient louer une chambre chez eux et permettre à un inconnu de pouvoir venir et d'être une alternative à l'hôtel. Et cette plateforme-là ne décollait pas. Airbnb a passé 36 mois dans les bas-fonds de l'entrepreneuriat, à accumuler des dettes à titre personnel. Ils étaient au bord de la dépression. Et à un moment, ils se sont dit, on va faire quelque chose d'assez simple. On va aller rencontrer nos utilisateurs, on va aller à New York, et on va aller parler aux rares personnes qui ont loué un appartement sur Airbnb et pourquoi ils l'ont fait. Et alors là, ils ont découvert quelque chose de fabuleux. C'est qu'appartement après appartement, c'est-à-dire que sur la toute petite minorité de gens qui avaient accepté de mettre leur appartement sur Airbnb, c'était toujours pour la même raison. J'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de payer mon prêt, je n'arrive plus à faire face aux mensualités, j'avais besoin d'un revenu complémentaire. Airbnb est une solution extraordinaire, elle m'apporte ce revenu. Et donc, à partir de ce moment-là, Airbnb a commencé à appliquer une politique extrêmement ambitieuse de récupérer tous les gens dans cette situation. Et le décollage d'Airbnb tient à une première stratégie d'acquisition d'utilisateurs très ambitieuse, c'est qu'ils ont été voir toutes les sociétés de crédit subprime qui étaient en train de vivre énormément de défauts, et leur ont dit, donnez-nous vos fichiers clients, et on va contacter vos clients pour leur expliquer que grâce à notre plateforme, ils vont pouvoir créer un complément de revenus, et donc vous payez l'argent qu'ils vous doivent. C'est gagnant-gagnant, et il n'y a aucun problème. Et ça, Airbnb a décollé et a écrasé l'ensemble des plateformes, parce qu'ils ont compris la raison profonde qui a amené le premier million d'utilisateurs d'Airbnb, qui est vraiment le fait de trouver un revenu complémentaire. Et ce revenu complémentaire s'incarne dans Airbnb, s'incarne dans Uberpop. Si un jour vous prenez Uberpop avant le 1er janvier et son interdiction, dépêchez-vous. Parlez aux chauffeurs, ils vous disent tous la même chose. Ils ne sont pas chauffeurs professionnels. Ils sont étudiants, artistes, écrivains. C'est un peu comme à Hollywood, personne n'a de vrai métier. Et donc, ils sont obligés de trouver un revenu secondaire et de trouver quelque chose. Et alors, les occasions de transformer la propriété qu'on a en actif qu'on loue est une tendance de fond qui crée un revenu complémentaire. Mais ce n'est pas la seule. Dans la gig economy, il y a de plus en plus de gens qui, par exemple, louent leur temps de cerveau. À The Family, on a beaucoup d'entrepreneurs qui s'inscrivent sur des plateformes qu'on appelle des plateformes de freelance, où ils vont en ligne faire des tâches, payées à la tâche, à travers le monde, pour résoudre des problèmes d'informatique, de design, etc., à chaque fois qu'ils sont en manque d'argent parce que leur start-up n'a pas encore décollé. Ce qui place les gens en fait dans une gestion qui est une gestion en fait de leurs revenus au gré de leurs besoins et non plus une gestion de leurs revenus au gré de l'exigence qu'un employeur peut avoir. Donc ils peuvent travailler très intensément pendant un mois, ne plus travailler pendant 2 mois et vivre sur leurs réserves, recommencer, etc. Et aujourd'hui, cette ultra minorité de gens vivant comme ça, à The Family, on a le sentiment que c'est les prémices d'une transformation sociétale profonde, où les gens n'auront plus un... Donc on cite Brian Chesky citant Tom Friedman. Tom Friedman talks about how in the future, people may not have jobs, they will have income streams. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on va remplacer le fait d'avoir un revenu par son emploi par le fait d'avoir un revenu composé de plusieurs income streams, de plusieurs sources de revenus différents. Alors, indemniser le chômage, ce n'est pas la seule grande question. La deuxième grande question, c'est comment on aide justement tous ces autres à trouver un travail. Et les expériences des startups et de la vallée sont extrêmement intéressantes. Pourquoi ? Parce que dans les startups, depuis l'origine des startups, dans toutes les sociétés de technologie, vous avez un problème assez fondamental, c'est qu'il est très difficile d'expliquer ce que vous faites. Par exemple, il y a un projet en ce moment sur YouTube où des entrepreneurs filment l'explication de leur emploi à leur maman et filment la réaction de leur maman. Et c'est à mourir de rire. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, personne de leurs proches ne comprennent rien à leur quotidien. Et pourquoi les gens ne comprennent rien à leur quotidien ? Tout simplement parce que la notion de métier est en train de disparaître.
Ces entreprises créent des nouveaux emplois et ces nouveaux emplois ne sont pas des métiers. Alors essayons de comprendre ce que ça veut dire. Quand Google emploie quelqu'un, elle emploie quelqu'un de multifonctionnel ayant pour tâche de l'aider à réaliser sa mission. Et cette mission, au fur et à mesure qu'elle change, ça change également les types de compétences que vous avez besoin. Par exemple, Facebook a commencé à construire ses propres data centers et ses propres serveurs. Personne chez Facebook n'était un ingénieur en data server ou en serveur. C'était juste des gens très intelligents qui ont été sur Wikipédia, littéralement, qui ont commencé à acheter des articles scientifiques, littéralement, pour se renseigner sur comment on fabriquait des serveurs et réinventer la construction de serveurs. Et ça montre la profonde différence entre un monde où le savoir est un capital, et un capital très cher, parce que l'information est rare et pas fluide, à un monde où le capital, c'est simplement la capacité à assimiler n'importe quel savoir en fonction du besoin présent. La deuxième chose, c'est que ces nouvelles entreprises, par leur management, par leur culture, par leur fonctionnement, sont très différentes des anciennes. Et elles ont une différence fondamentale, c'est qu'elles vivent très bien l'absence de prédictibilité. Elles vivent très bien de ne pas savoir définir quel métier elles ont ou dans quel marché elles opèrent. Notamment, on le voit avec ce qu'on appelle à The Family le malaise journalistique. C'est quoi le malaise journalistique? C'est qu'à chaque fois qu'un journaliste essaie de décrire l'une de ces sociétés, il est complètement perdu parce qu'aucun des mots-clés classiques qui s'appliquent pour décrire une activité économique habituelle ne s'applique. Jouons à ce jeu. Amazon, c'est quoi? C'est un e-commerçant? Ah oui, mais ils ont aussi des serveurs. Ah, bah c'est un data center. Oui, mais ils ont la plus grande flotte logistique des États-Unis. Ah, donc c'est un logisticien? Oui, mais en fait, ils vendent surtout des objets à Noël. Mais ils vendent quoi? Ils vendent des livres. C'est un libraire. Ils vendent aussi des machines à laver. C'est Darty. Et donc, vous voyez le problème. Le problème, c'est qu'Amazon est indéfinissable. Il n'existe pas un mot pour décrire Amazon autre que le mot Amazon. Amazon est Amazon. Google est Google. Vous ne pouvez pas vous dire que Google est un moteur de recherche. Google est bien plus qu'un moteur de recherche. Il n'existe pas un mot pour décrire l'ensemble des activités de Google. Et ça, en fait, ça crée une situation où la définition même de votre stratégie d'emploi repose justement sur le fait que vous essayez simplement d'attirer les meilleurs talents et non pas d'attirer des gens ayant la moindre expérience ou le moindre des métiers. Et donc, c'est pour ça que ces entreprises ont de plus en plus de mal à documenter les besoins de recrutement qu'ils ont. Par exemple, je vous encourage à aller voir la page des carrières sur facebook.com. Si vous comprenez le moindre titre associé au moindre emploi, je vous donne une médaille. Si vous en avez 3, je vous donne une image. Parce que c'est incompréhensible en fait. Et c'est incompréhensible parce qu'eux-mêmes ont beaucoup de mal à décrire leurs besoins. Et la plupart des gens qui rejoignent ces entreprises construisent autant leur emploi qu'un emploi leur est imposé. Et alors, comment on fait pour placer les gens sans connaître les demandeurs? Il faut comprendre que le monde est en train de se diviser entre deux types de personnes. D'un côté, vous avez les mercenaires. Les mercenaires, c'est quoi? C'est les gens qui ont simplement comme vocation à établir un revenu qui leur suffit à vivre. Alors, il y a plusieurs types de mercenaires. Par exemple, il y a les néo-consultants, tous les gens qui sont consultants de quelque chose et qui font des missions en fonction de leurs besoins financiers. Vous avez un nouveau phénomène aux États-Unis qui s'appelle les passive income hackers. C'est des gens qui créent des programmes informatiques rapportant suffisamment d'argent automatiquement pour leur permettre de vivre sans travailler. Aujourd'hui, c'est un phénomène de niche. Vous avez des sites internet où il y en a quelques centaines, mais vous avez des gens aujourd'hui qui arrivent à créer un revenu automatisé en ligne sans avoir aucun effort. Il y a un très gros effort de conception, mais il y a un très très faible effort de maintenance. Et par exemple, pour vous donner un exemple très concret, le income hacker le plus célèbre du monde, c'est le roi des abdos aux États-Unis. Il a inventé une méthode pour donner à n'importe quel Américain des abdos dont apparemment les Américains rêvent. Et le principe est très simple, c'est que vous achetez sa méthode $20 et vous avez 20 vidéos de $1 chacune sur comment faire des abdos et obtenir des abdos. Il gagne 7 à 8 millions de dollars par an en ne faisant rien du tout, en ayant simplement mis ces 20 vidéos qui sont devenues virales et qui rapportent énormément d'argent, et ça a très peu de maintenance.
Les vidéos sont sur Vimeo en payant, donc c'est pas lui qui gère le stockage des vidéos. Et même le customer support, il est complètement outsourcé sur une plateforme en Indonésie où des Indonésiens sont payés à la question des clients. Ils sont payés quelques dollars pour répondre aux questions des clients. Et donc, il n'a aucune maintenance de cette plateforme. Alors, c'est vraiment un extrémum, c'est un outliner. C'est le cas le plus extrême aujourd'hui d'Income Passive Hacker. Mais vous avez beaucoup de gens. Alors, par exemple, à The Family, on a un entrepreneur qui spécialise des articles de santé pour les paranos pensant avoir quelque chose de grave. Et il écrit à la chaîne des articles de santé. Il en publie une semaine par mois, il publie des articles et il gagne 3 000 € tous les mois, ce qui lui permet d'être l'entrepreneur qui rêve et de créer l'entreprise qu'il veut, pour la simple raison qu'il arrive à produire suffisamment de contenu en suffisamment peu de temps que les gens valorisent sur des sites de médias et touchent de l'argent d'affiliation. On a un autre exemple pour finir là-dessus. On a un jeune garçon qui a 17 ans et qui trade des cryptocurrencies en ligne pour se créer un revenu à côté du lycée. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est des anecdotes, mais ces anecdotes vont devenir la norme. Alors, le point important, c'est qu'il y a deux grandes théories en théorie de l'emploi, le capital humain et la théorie du signal. Les startups sont en train de faire vivre et grossir et vaincre la théorie du signal. La théorie du signal, c'est quoi? C'est le fait qu'on n'embauche pas quelqu'un pour ses compétences, on n'embauche pas quelqu'un pour son capital humain, on ne fait pas confiance à quelqu'un pour ses diplômes ou son expérience. On prend simplement ses diplômes et son expérience comme un signal de son intelligence et on est prêt non pas à le faire travailler sur ce qu'il a fait durant les 10 dernières années, mais on est prêt à le faire travailler sur ce qu'il a envie de faire pendant les 10 prochaines années. C'est ce que Google a découvert récemment. Google avait une politique très stricte où il ne prenait que des gens venant d'un certain nombre d'écoles, avec un certain nombre de diplômes, etc. Et ils ont décidé de tout foutre à la poubelle, avec une règle toute bête, c'est qu'aujourd'hui Google essaie de découvrir par quoi les gens sont fascinés, et ils sont prêts à prendre des gens n'ayant aucune expérience, mais qui sont très motivés par apprendre au sein de Google le métier dont Google a besoin. Et donc, à l'ère de tout ça, qu'est-ce que Pôle emploi peut faire et comment Pôle emploi peut répondre à ce besoin? Alors, on a une petite plaisanterie à The Family, je l'ai dit avec toute l'amitié du monde. Si Pôle emploi était une start-up, on ne l'accepterait pas à The Family. Et on ne l'accepterait pas pour une raison très simple, c'est que pour nous, dans la configuration actuelle, la tâche nous paraît impossible. Et la tâche nous paraît impossible parce qu'il y a trop de gens dans des situations trop différentes qui cherchent trop de types d'emplois. Et ce modèle d'affaires est la caractéristique même des startups qui ne réussissent pas. Une startup a un customer segment, c'est-à-dire un type de client extrêmement particulier, et elle est visée par ce qu'on appelle une value proposition, c'est une proposition d'affaires extrêmement particulière. Dès que vous sortez de ce modèle de proposition de valeur très claire qui vise un segment extrêmement particulier, il est impossible de réussir une entreprise. Et aujourd'hui, si vous regardez le segment qui est touché par Pôle emploi, ça va de la femme de ménage qui a perdu son emploi au cadre sup. À The Family, on entend tous les jours sur notre forum interne des plaisanteries sur les gens qui vont pointer à Pôle emploi pour toucher leurs indemnités. C'est extrêmement lourd, c'est extrêmement gros, c'est extrêmement administratif. C'est forcément très compliqué à gérer. Je pense que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ce travail, parce que par définition, on a l'impression que c'est impossible de réussir cette tâche dans les conditions actuelles. Et alors, cette image du Pôle emploi tunisien ou marocain, je ne me souviens plus, planification stratégique de la politique nationale de l'emploi, c'est une photo récente, hein, on n'est pas en URSS, c'est vraiment la vision. Et en fait, tous les mots-clés ne correspondent pas. Planification. On ne peut pas planifier alors qu'on ne sait pas quelles sont les compétences disponibles dans 3 ans ou les compétences nécessaires dans 5 ans. Stratégique parce qu'on a l'impression qu'on peut faire quelque chose d'intelligent, mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas faire quelque chose d'intelligent dans un système chaotique. Dans un système chaotique, la seule chose qu'on peut faire, c'est devenir agile et s'adapter au mieux. Politique nationale, comme si tous les gens de la nation avaient besoin de la même réponse face à un problème qui est devenu protéiforme, qui est celui du chômage. Le chômage des jeunes n'est pas le même que celui des seniors, qui n'est pas le même de ceux qui sont diplômés, qui n'est pas le même de ceux qui savent programmer et de ceux qui ne savent pas programmer. Donc avoir une politique nationale, c'est absurde. Et c'est à peu près du même niveau que Kourchef qui visite New York et qui demande à rencontrer le responsable de l'approvisionnement des magasins de New York. Et Kennedy lui dit « mais je suis désolé, ce monsieur n'existe pas parce que les magasins de New York se débrouillent ». Alors nous, on a une petite proposition de solution.
On pense que Pôle emploi pourrait devenir une plateforme. Une plateforme, c'est quoi? C'est le fait de prendre l'ensemble des données et de les mettre à disposition de l'ensemble des gens ayant des solutions particulières de niche. On pense que Pôle emploi pourrait être la plateforme qui crée des milliers d'entreprises pour résoudre les milliers de problèmes différents du chômage, pour ceux qui veulent créer leur entreprise, pour ceux qui veulent trouver un emploi classique et pour tous les autres. Et ce serait un usage beaucoup plus intéressant que de multiplier le nombre de conseillers qui de toute façon ne pourront pas faire autre chose que d'expliquer que finalement c'est quand même très dur de trouver du travail aujourd'hui. Merci beaucoup.